Vous êtes-vous déjà éloigné d'une conversation en vous sentant désorienté, doutant de vous-même, vous demandant pourquoi une simple question vous avait frappé en plein ventre? Cette sensation d'inconfort n'était pas de la paranoïa. C'étaient vos instincts qui vous hurlaient qu'un changement fondamental venait de se produire sous vos pieds. Vous veniez de tomber sur l'une des armes les plus insidieuses de l'arsenal du manipulateur, la question instrumentalisée. Là, la plupart des gens pensent que les menteurs se contentent d'énoncer des mensonges. Ils imaginent la tromperie comme de grosses inventions ou des contradictions évidentes. Mais les manipulateurs les plus dangereux ne mentent que rarement de manière flagrante. Ils dissimulent plutôt leur tactique de contrôle dans des questions qui semblent innocentes, voire bienveillantes. Il ne s'agit pas de véritables demandes visant la vérité ou la compréhension. Ce sont des grenades psychologiques conçues pour faire exploser votre confiance et remodeler la réalité à leur avantage. Ce soir, nous allons exposer 5 questions précises qui devraient vous faire frissonner dès la première syllabe. Plus important encore, nous allons vous armer de la sagesse stoïcienne ancienne qui vous transformera de proie en prédateur. À la fin de cette conversation, plus jamais vous ne céderez votre pouvoir à quelqu'un qui prend votre bienveillance pour de la faiblesse. Le champ de bataille n'est pas là où vous le croyez. Pendant que vous êtes concentré sur les mots, la vraie guerre se joue dans votre esprit. Les manipulateurs comprennent quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais. Celui qui contrôle les questions contrôle la conversation. Et celui qui contrôle la conversation contrôle l'issue. Pensez à la dernière fois où quelqu'un vous a rabaissé en quelques mots. Il n'a pas eu besoin d'élever la voix ou de proférer des menaces. Il a simplement posé la bonne question au mauvais moment. Et soudain, vous voilà en train d'expliquer, de vous défendre, de vous justifier. Vous aviez été manœuvré dans une position où leur confort importait plus que votre vérité. Ce n'était pas un accident, c'était une stratégie. Les stoïciens antiques faisaient du face à cette même guerre psychologique il y a 2500 ans. Ils ont mis au point des cadres mentaux que la psychologie moderne ne commence tout juste à comprendre. Épictète, qui vécut en esclave avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, connaissait intimement les dynamiques de pouvoir opérant à travers le langage. Il enseignait que nous ne souffrons pas des événements en eux-mêmes, mais de nos jugements à leur sujet. Lorsqu'on vous pose une question chargée, on tente de détourner votre processus de jugement. Marc Aurèle, général d'armée et empereur, écrivait longuement à propos du maintien de la souveraineté intérieure quand d'autres cherchent à vous déstabiliser. Son journal intime révèle un homme défendant constamment son territoire mental contre courtisans, sénateurs et généraux qui utilisaient la manipulation subtile pour servir leurs ambitions. Les techniques qu'il a élaborées pour se défendre psychologiquement restent d'une efficacité redoutable aujourd'hui. Sénèque, conseiller d'empereur et l'un des hommes les plus riches de Rome, comprenait comment on employait la manipulation émotionnelle pour obtenir des concessions. Ces lettres regorgent de stratégies pour reconnaître quand quelqu'un essaie de vous rendre responsable de ses sentiments ou de ses résultats. Les puissants, découvrit-il, conservent souvent leur statut non grâce à une compétence supérieure, mais par une manipulation supérieure. Ces philosophes ont forgé ce qu'ils appelaient l'apatheia, non pas la compréhension moderne d'une apathie indifférente, mais un état d'observation clair et inébranlable. Quand quelqu'un tente de vous déstabiliser par une question instrumentalisée, l'apatheia vous permet de demeurer présent sans devenir réactif. Vous observez leur stratégie sans vous laisser emporter par le courant émotionnel qu'ils essaient de créer. La première question qui devrait immédiatement déclencher vos défenses est d'une simplicité trompeuse. Pourquoi es-tu si sensible? Ce n'est pas une demande d'information, c'est un tir de précision contre votre droit à vos émotions et à vos limites personnelles. Celui qui pose cette question a identifié quelque chose qui vous importe et il tente de retourner votre souci contre vous. Le message caché derrière cette question est dévastateur. Vos émotions sont déraisonnables, vos limites excessives.
et votre malaise révèle une faiblesse personnelle plutôt qu'une préoccupation légitime. On reformule ainsi votre capacité saine à réagir à un comportement problématique comme un défaut de caractère à corriger. Quand on vous demande « Pourquoi vous êtes si sensible ?», ce n'est pas pour comprendre, c'est pour vous faire capituler. On veut que vous vous excusiez d'avoir fait confiance à vos instincts, que vous ressentiez de la honte pour votre intelligence émotionnelle et que vous baissiez vos défenses afin de poursuivre le comportement à l'origine de votre réaction. Sénèque écrivait que nous souffrons plus par l'imagination que par la réalité, et les manipulateurs exploitent ce fait avec art. En insinuant que votre sensibilité est le problème, ils vous invitent à vous imaginer fondamentalement défaillant. Une fois ce récit accepté, vous commencez à censurer vos propres réactions, à réprimer vos instincts et à leur accorder la permission de franchir des limites judicieusement établies. La réponse stoïcienne à cette manipulation est à la fois élégante et implacable. Plutôt que de défendre vos émotions ou d'expliquer pourquoi leur comportement vous inquiète, reformulez simplement la sensibilité en perception aiguë. « Je suis attentif », pouvez-vous répondre calmement, le regard fixe. « Est-ce que cela te dérange ?» Cette inversion inattendue brise souvent la composition du manipulateur, qui attendait de la défense, pas un redire confiant. La deuxième question qui doit éveiller votre méfiance est tout aussi pernicieuse. « Tu me fais confiance, n'est-ce pas ?» Cette question, déguisée en geste de consolidation relationnelle, est en réalité une exaction de crédibilité non méritée. Les gens dignes de confiance gagnent la confiance par la cohérence de leurs actes dans le temps. Ils n'ont pas besoin de demander si on leur fait confiance, car leurs actions l'ont déjà conquise. Quand quelqu'un vous demande si vous lui faites confiance, c'est généralement qu'il prépare un acte qui érodera cette confiance, ou qu'il en a déjà commis un, et craint que vous ne le découvriez. La question instaure un faux dilemme. Soit vous lui faites entièrement confiance, soit vous êtes injustement suspicieux. On cherche à faire passer votre scepticisme sain pour un défaut personnel. La menace silencieuse est profonde. On suggère que l'hésitation équivaut à la désaffection, que les questions valent trahison et que la foi aveugle est la seule réponse acceptable. On veut vous interdire d'examiner leurs actes ou leurs motivations, créant un espace protégé où ils peuvent agir en toute impunité. Épictète affirmait qu'un homme ne peut apprendre ce qu'il croit déjà savoir. Les manipulateurs exploitent ce principe pour fermer l'accès à l'apprentissage en exigeant des conclusions prédéterminées. Ils veulent que vous cessiez de rassembler des informations, que vous arrêtiez de poser des questions et que vous stoppiez votre compréhension en développement de leur caractère. La riposte stoïcienne consiste en une décélération délibérée. Plutôt que de vous empresser de les rassurer, vous marquez une pause, respirez et répondez avec clarté. La confiance se construit par la cohérence. Veux-tu que j'ignore mon jugement ? Cette réponse les force soit à fournir des preuves de leur fiabilité, soit à révéler leur malaise face à la responsabilité. Leur réaction à cette réponse raisonnable vous en dira déjà long. Les personnes dignes de confiance accueillent l'évaluation fondée sur des preuves, car elles savent que celle-ci les confirme. Les manipulateurs, quant à eux, s'irritent lorsqu'on leur demande de démontrer plutôt que de déclarer leur fiabilité, car leurs actes ne résisteraient pas à l'examen. La troisième manœuvre de manipulation, déguisée en question, innocente, est peut-être la plus sophistiquée sur le plan psychologique. « Tu m'accuses de quoi ?» Cette question est une technique de diversion magistrale qui transforme leur comportement problématique en votre suspicion problématique. Au lieu d'aborder ce qui a provoqué votre inquiétude, ils font du fait même de vous inquiéter un problème. Ce renversement stratégique poursuit plusieurs objectifs. Il présente votre question légitime comme une attaque, vous faisant paraître agressif plutôt qu'observateur. Il vous oblige à justifier vos soupçons alors qu'ils n'ont qu'à justifier leurs actes. Enfin, il établit un précédent où questionner leur comportement devient plus reprochable que le comportement en question.
Le mécanisme psychologique derrière cette diversion est d'une simplicité brillante. Ils exploitent le désir de la plupart des gens de paraître juste, raisonnable et non conflictuel. En suggérant que vos questions sont des accusations, ils parient que vous renoncerez à toute enquête pour ne pas sembler sévère ou intransigeant. Marc Aurèle mettait en garde contre le fait de laisser les autres définir les termes de l'échange, surtout quand ces termes désavantagent la recherche de la vérité. Quand quelqu'un vous demande si vous l'accusez, il tente de faire passer la collecte de preuves pour inappropriée et la recherche de la vérité pour agressive. La contre-mesure stoïcienne est implacable, silence et précision. Vous maintenez le regard, marquez une pause délibérée, puis demandez simplement « Le devrais-je » Cette assurance inattendue fait s'effondrer leur stratégie de diversion, car ils ne s'attendaient pas à cette audace. 9 fois sur 10, cette réponse les fait bafouiller ou s'agiter, car ils prévoyaient une panique, pas une interrogation. Confiante, votre refus d'accepter leur reformulation vous ramène immanquablement à la question initiale qu'ils cherchaient à éluder. La 4e question, peut-être la plus subtile, prend l'apparence de la tendresse. Te mentirais-je? Jamais. Cette question empoisonnée, enveloppée de velours, simule un électrochoc moral, comme si suggérer même la possibilité d'un mensonge était une outrage si insensée que seul un être cruel pourrait y songer. La manipulation dissimulée est extraordinairement sophistiquée. En feignant un outrage moral à l'idée du mensonge, on vous invite à les voir comme totalement incapables de tromperie. On ne vous fournit pas de preuves de leur honnêteté. On exige que vous prouviez leur vertu en déclarant leur innocence, sans enquête. Si aucun mensonge n'existe, la réassurance viendrait d'actes transparents et de faits vérifiables, non d'une spectaculaire démonstration d'innocence blessée. Quand quelqu'un vous demande si jamais il vous mentirait, c'est généralement qu'il l'a déjà fait et qu'il teste votre degré de suspicion. La question crée un faux cadre moral où douter d'eux devient la preuve de votre mauvais caractère plutôt que celle de leur comportement douteux. Ils comptent sur votre désir d'être généreux et confiant pour que vous ignoriez vos instincts de protection. Sénèque savait que la manipulation morale se revêt souvent des habits de la vertu. Quand quelqu'un exige que vous prouviez sa bonté en passant outre des preuves de sa tromperie, il n'appelle pas à votre meilleur, il l'exploite. La réponse stoïcienne refuse d'entrer dans leur cadre moral. Au lieu de répondre « s'ils peuvent mentir », vous renversez la perspective pour vous concentrer sur la vérifiabilité. La vraie question est « le remarquerais-je si tu le faisais ?» Ce focus sur votre capacité à détecter la tromperie plutôt que sur leur prétendue honnêteté anéantit leur stratégie. Ils ne peuvent exiger que vous feigniez d'être moins perspicace que vous ne l'êtes. La 5e, et sans doute plus épuisante manipulation se présente sous un air de raison. Ne pourrions-nous pas simplement en rester là? Cette question déploie la stratégie de la fatigue, cherchant à user votre persévérance jusqu'à ce que la vérité reste enfouie sous le poids d'une urgence artificielle. La demande de passer à autre chose sert plusieurs fonctions pour le manipulateur. Elle instaure des délais arbitraires pour votre collecte d'informations, suggère que poursuivre l'enquête est déraisonnable voire obsessionnel et présente leur inconfort face à la responsabilité comme votre problème à résoudre par l'abandon. Cette question survient souvent après qu'ils ont fourni des explications incomplètes, détourné les questions substantielles ou effectué des assurances qui n'abordent pas les véritables problèmes que vous avez soulevés. Plutôt que d'améliorer leurs réponses, ils veulent clore la discussion et faire disparaître officiellement vos préoccupations. Marc Aurèle écrivait que si quelque chose n'est pas juste, ne le fais pas, et si quelque chose n'est pas vrai, ne le dis pas. Les manipulateurs savent que la plupart des gens finissent par accepter des vérités incomplètes ou abandonnent des préoccupations légitimes si on les presse assez pour passer à autre chose. La pression psychologique de cette question est grande car elle semble raisonnable en surface. Qui ne veut pas avancer? Qui ne préfère pas l'harmonie au conflit?
Mais passer à autre chose sans comprendre, c'est perpétuer les conditions qui ont créé le problème à l'origine. La riposte stoïcienne refuse d'accepter des délais artificiels imposés par ceux qui gagnent à vous garder confus. J'en resterai là, quand j'aurai compris ce qui s'est passé. Cette patience ancrée leur refuse la porte de sortie de votre fatigue et maintient le focus sur le problème réel plutôt que sur leur confort. Leur réaction à cette limite raisonnable révèle leur véritable priorité. Ceux qui sont attachés à la vérité et à la santé de la relation acceptent volontiers le temps nécessaire à une résolution sincère. Les manipulateurs s'irritent de plus en plus lorsqu'on rejette leur échéancier pour éviter toute responsabilité. Au fil de ces 5 questions instrumentalisées, certains schémas émergent et révèlent la psychologie sous-jacente de la manipulation. Chacune cherche à rendre vos réactions saines déraisonnables. Chacune instaure de faux délais, de faux cadres moraux ou de faux choix binaires qui favorisent le manipulateur. Le cadre stoïcien offre des outils constants de reconnaissance et de riposte. Observer avant de réagir vous empêche d'être emporté par le courant émotionnel qu'ils tentent de créer. Le détachement calme vous permet de voir leur stratégie clairement sans devenir défensif. Interroger selon des principes redirige la conversation vers la vérité plutôt que leur confort. Plus important encore, la philosophie stoïcienne revalorise les caractéristiques que les manipulateurs tentent de transformer en faiblesse. La sensibilité devient un radar d'alerte précoce. Le scepticisme sain devient prudence appropriée. La définition de limite devient respect de soi. Les questions deviennent des outils de découverte plutôt que des armes d'attaque. Celui qui reste éveillé durant ces conversations devient une véritable menace pour les manipulateurs, car il ne peut être ni poussé à des conclusions prématurées, ni soumis à la honte pour abandonner des préoccupations légitimes. Il n'a pas besoin de validation externe de ses perceptions, ayant appris à faire confiance à son propre jugement. Les manipulateurs comptent pleinement sur le désir de leur cible d'être perçue comme raisonnable, confiante et harmonieuse. Ils exploitent ces qualités positives en suggérant que maintenir des limites, poser des questions ou faire confiance à ses instincts serait contraire à ses valeurs. Le stoïcien sait que la véritable raison exige des preuves, que la confiance authentique requiert une démonstration et que l'harmonie réelle ne se bâtit pas sur la dissimulation. Au-delà des questions spécifiques, les manipulateurs œuvrent en permanence à biaiser vos réponses émotionnelles face à la pensée logique. Ils veulent que vous vous sentiez coupable d'être analytique, honteux de poser des limites et froid d'accorder moins d'importance à leur confort qu'à votre clarté. Cette manipulation émotionnelle est peut-être leur stratégie la plus insidieuse, car elle s'attaque à votre relation même avec vos processus mentaux. Ils veulent que penser vous paraisse mal et que questionner vous paraisse cruel. Ils ont besoin que vous viviez la définition de vos limites comme un acte de cruauté et la collecte de preuves comme de la paranoïa. Le cadre stoïcien inverse totalement cette condition émotionnelle. Les limites saines deviennent des expressions de respect de soi plutôt que des barrières à la relation. Les questions rigoureuses deviennent des outils de vérité plutôt que des armes de suspicion. La quête de paix basée sur la compréhension plutôt que la fuite devient une vertu plutôt qu'un obstacle. La prise de conscience de ces schémas confère une immunité à leur efficacité. Lorsque vous constatez qu'une personne se sent mal à l'aise face à vos questions plutôt que désireuse d'apporter de la clarté, vous avez déjà recueilli un indice précieux. Quand elle se montre plus intéressée par l'arrêt de votre enquête que par la réponse à vos préoccupations, elle révèle ses priorités. La liste de contrôle intérieur devient simple mais puissante. Qui, dans cette conversation, cherche la vérité et qui cherche le contrôle? Qui se sent plus à l'aise lorsque l'information circule? Et qui s'agite? Qui accueille vos questions? Et qui tente de vous faire honte de les poser? Votre sensibilité à ces dynamiques n'est ni faiblesse ni paranoïa. C'est une forme
sophistiqué de reconnaissance de schémas qui vous protège des personnes qui confondent votre bonté avec de la bêtise et votre confiance avec de la cécité. Celui qui reste calme tout en demeurant inflexible face à la manipulation psychologique atteint un véritable pouvoir. Le but n'est pas de devenir suspicieux envers tout le monde ou de présumer de mauvaises intentions à chaque interaction. Le but est de conserver votre capacité de penser claire lorsqu'on tente de la perturber. La plupart des gens agissent de bonne foi la plupart du temps. Mais lorsqu'on croise quelqu'un qui n'agit pas ainsi, votre habileté à reconnaître et à répondre à la manipulation peut vous épargner des années de confusion et de doute de soi. Exercez ces réponses jusqu'à ce qu'elles deviennent automatiques, comme un réflexe musculaire forgé par la répétition. Quand quelqu'un vous demande pourquoi vous êtes si sensible, votre réponse interne devrait être la reconnaissance, non la défense. Lorsqu'on exige votre confiance, sans preuve, vous devriez ressentir de la curiosité plutôt que de la culpabilité. Les anciens stoïciens comprenaient que la liberté commence dans l'esprit. Personne ne peut contrôler vos pensées sans votre coopération, et personne ne peut manipuler vos réactions sans votre participation. Quand vous refusez calmement et constamment d'accepter leurs cadres émotionnels, leurs définitions morales ou leurs délais arbitraires, vous sortez complètement de leur jeu. Le pouvoir du manipulateur dépend entièrement de votre coopération inconsciente. Il a besoin que vous acceptiez ses prémices, adoptiez ses états émotionnels et priorisiez son confort sur votre clarté. Lorsque vous retirez cette coopération, calmement et sans faille, toute sa stratégie s'effondre. Souvenez-vous de ces 5 questions. Pourquoi es-tu si sensible? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Tu m'accuses de quoi? Te mentirais-je jamais? Ne pourrions-nous pas simplement en rester là? Chacune est un appât déguisé en pain, conçu pour accrocher vos insécurités et vous éloigner de votre bon jugement. Armé de la clarté stoïcienne et de réponses entraînées, vous devenez le joueur plutôt que le pion. Vous abordez les conversations déjà victorieux, car rien ne peut vous faire dévier de votre engagement envers la vérité, de votre respect des preuves et de votre refus de vous excuser d'avoir pensé clairement. Celui qui maîtrise ces principes ne se contente pas de se protéger de la manipulation. Il devient un agent de la vérité dans chaque échange, une présence qui rend la tromperie plus difficile et l'authenticité plus probable. Dans un monde de zones d'ombre et d'intention, dissimulée, cette clarté est un cadeau non seulement pour vous-même, mais aussi pour tous ceux dont vous croisez la route.